Merci beaucoup, merci à Octotechnologies et à l'USI pour cette invitation. Merci à vous toutes et tous d'être ici dans cette salle en ce moment pour réfléchir donc avec moi philosophiquement sur la manière dont nous pourrions reprendre la main sur les choses par le bricolage. Car je vais commencer de manière assez brutale, les choses nous échappent. Ouais, les choses sont en train de glisser entre nos mains et il se pourrait même qu'elles disparaissent. Alors, le constat n'est pas intuitif, tant nous sommes environnés, comme vous le disiez, d'objets de toutes sortes. Alors, téléphone portable, bien sûr, mais aussi outils, meubles, vêtements, voitures, gadgets en tout genre, dont nous avons l'impression de savoir nous servir et sur lesquels nous pouvons même avoir le sentiment d'exercer une forme de souveraineté, c'est-à-dire de maîtrise aussi bien que d'autorité. Ne suis-je pas souveraine lorsque je me saisis de cette télécommande et que j'appuie sur le bouton pour changer de slide? Et ne sommes-nous pas souverains lorsque nous allumons ou éteignons une lampe à l'aide d'un interrupteur, lorsque nous fermons ou ouvrons le verrou d'une porte, lorsque nous enfonçons un clou avec un marteau, lorsque nous versons de l'eau dans un verre avant de le porter à notre bouche? Ne sommes-nous pas souverains lorsqu'au volant de notre voiture, nous ordonnons vocalement à Waze de nous indiquer un itinéraire ou à Spotify de lancer une playlist? Ne sommes-nous pas souverains lorsque nous décidons de changer la décoration de notre maison ou les vêtements de notre garde-robe? S'il y a bien un domaine où l'exercice de notre souveraineté ne semble pas remis en cause, c'est bien celui de la manipulation des objets que nous avons sous la main et dont nous usons à chaque instant selon notre volonté. Une manipulation dont le philosophe allemand Martin Heidegger a perçu qu'elle constituait la manière dont s'accomplissait ce qu'il appelle l'être dans le monde. Le monde, dit-il, est une sphère de choses. Et le Dasein, qui est la définition ontologique de l'humain, donc humain compris comme dans l'absolu et sans détermination particulière, et que l'on peut traduire en français par l'être là, le Dasein contrôle et explore l'environnement au moyen de la main qui tient, qui manipule et qui maintient. Le monde, donc, est une sphère de choses, et chacun de nous participe à l'expression de l'être de l'humanité en l'explorant manuellement. Alors, c'est pas rien de dire ça. Ça donne finalement beaucoup d'importance aux choses et à la relation que nous entretenons avec elles. Mais qu'est-ce qu'une chose? Une chose n'est pas réductible à un objet. Dans un article célèbre, alors justement intitulé « La chose », Heidegger définissait la chose comme un agrégat constitué de caractéristiques matérielles sensibles, alors ses formes, ses matériaux, ses couleurs, ses fonctions, et d'intentions plus ou moins voilées et mystérieuses qui agissent, alors certes à une moindre intensité que les êtres vivants, mais qui agissent néanmoins sur le monde. Si bien que les choses ne sont jamais seulement pour les humains des outils ou des instruments, elles sont aussi des sujets de préoccupation. Elles nous concernent. Nous y prêtons attention. Elles provoquent notre curiosité, notre désir, notre souci, notre soin. Le problème est qu'il se pourrait que ces choses-là soient en train de nous échapper, et même peut-être de disparaître. Non pas que sous l'effet d'un revirement spectaculaire qui nous aurait fait collectivement renoncer à l'idéal de l'abondance pour adopter celui de la sobriété, le monde soit en train de se vider de ses artefacts et de redonner toute sa place à une nature sauvage qui nous ramènerait à de mythiques temps originels. Au contraire, le monde est plein comme un œuf. Il est rempli et même submergé de produits et de marchandises, objets de consommation courante, objets technologiques tels les milliers et milliers de satellites, pour ceux qui ont suivi la conférence tout à l'heure sur l'espace, cette image vous est familière, les milliers de satellites qui circulent actuellement en orbite autour de la Terre et qui laissent d'ailleurs leurs détritus également en orbite, mais aussi les gravats, les déchets, les rebuts en tout genre qui jonchent la planète. Le monde, donc, est saturé d'objets matériels qui encombrent non seulement l'espace, mais aussi l'attention et les désirs.
Et c'est précisément ce débordement infini d'objets qui pourrait nous empêcher de mettre la main sur les choses, c'est-à-dire d'y prêter attention, de les observer, de les manipuler et de les maintenir. Et qui pourrait, ce faisant, les faire disparaître. C'est en tout cas la thèse du philosophe allemand d'origine coréenne, très grand philosophe actuel, Byung-Chul Han, qui est notamment l'auteur de ce livre, La fin des choses, et donc qui avance cette thèse non sans raison. La première tient à ce que les technologies numériques tendent à recouvrir les objets usuels, voitures, montres, téléphones, mais aussi infrastructures, mobilier, vêtements, etc., si bien que les objets prennent de plus en plus la forme de supports d'information, devenant ce qu'il appelle des infomates, avec lesquels nous pouvons certes communiquer, en cherchant une information, en ordonnant une action ou en réagissant à une notification, mais sur lesquels nous ne pouvons plus mettre la main. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus les tenir et les manipuler, les démonter, les réparer ou les bricoler. Le smartphone est bien sûr l'exemple le plus emblématique de cette mutation, mais les montres, désormais connectées, ou les voitures contemporaines, désormais recouvertes de technologies numériques, en sont d'autres. Autrefois, on pouvait, lorsqu'on possédait une voiture, changer un pneu crevé ou remplacer la bougie d'un moteur. Plus personne, aujourd'hui, ne peut réparer sa voiture tout seul, et même les garagistes ont de plus en plus de mal à le faire, si bien que lorsqu'une voiture contemporaine tombe en panne, on la remplace. Selon Byung-Chul Han, la multiplication de ces infomates, qui donc, vous l'avez compris, ne sont plus des choses à proprement parler. La multiplication de ces infomates rendrait le monde de plus en plus virtuel, c'est-à-dire immatériel, insaisissable, nuageux, spectral, au point que nous n'habiterions plus, selon lui, la Terre et le ciel, mais Google Earth et le cloud. Or, à ce phénomène s'en ajoute un autre qui contribue, lui aussi, à faire disparaître les choses. Il s'agit de la multiplication d'objets qui prennent la forme d'ersatz, plus ou moins laids, peu coûteux et peu durables. Des vêtements, des jouets, des meubles, de la vaisselle, des objets de décoration, des appareils ménagers, des gadgets à l'obsolescence programmée, jetables donc, à court ou moyen terme, et dont le cycle de vie ne cesse de se réduire. Mais qu'ils se présentent sous la forme d'infomates ou d'ersatz, la conséquence est la même. Les objets ne parviennent plus à retenir notre attention. Nous les utilisons, nous communiquons éventuellement avec eux, mais ils ne nous parlent plus. Nous n'entrons plus en relation avec eux, nous n'interagissons plus avec eux comme nous pouvions interagir avec le moteur capricieux d'une mobilette ou bien la manche à raccommoder d'un pullover. Ils ne nous concernent plus. Ce ne sont plus des choses à proprement parler, mais de simples supports, l'information, elle, captant toute notre attention, ou des outils et des produits périssables promis au destin de déchets. Le problème est que les choses nous échappant ainsi, c'est nous qui risquons finalement d'être dépassés. Comme si, constamment en retard sur les informations délivrées par les infomates, aussi bien que sur le cycle de renouvellement des ersatz qui prolifèrent, nous étions condamnés à ressentir un sentiment d'asynchronicité, c'est-à-dire de dissociation et même de concurrence temporelle entre nous et le monde. Le philosophe Günther Anders a théorisé ce sentiment fragilisant, dévalorisant et insécurisant comme consécutif à ce qu'il nomme l'écart prométhéen, chaque jour grandissant, entre l'homme et le monde qu'il produit. Comme si, incapables de changer au même rythme que nos œuvres et de rattraper les objets qui ont pris de l'avance sur nous, nous étions condamnés à perdre la course de vitesse engagée avec ce que nous avons nous-mêmes projeté et produit. C'est un sentiment que vous avez peut-être déjà ressenti en effectuant la énième mise à jour des applications de votre smartphone, en faisant le tri dans les jouets, les livres ou les vêtements de vos enfants, ou même dans les vôtres, ou tout simplement en essayant de vous servir de votre nouvelle télévision.
comme si la complexité technologique et l'obsolescence programmée des objets que nous utilisons nous faisaient perdre notre autonomie. Constamment en retard et conscients de ce retard, nous subissons une forme d'emprise de la part des marchandises, aussi bien, notons-le, c'est un point important, que des externalités qu'elles génèrent. De la pollution atmosphérique à une possible colonisation de nos esprits par les technologies numériques, sans cesse donc dépassés par les marchandises et leurs externalités négatives, il se pourrait, pour reprendre les mots d'Hannah Arendt, il se pourrait que nous ne soyons plus jamais capables de comprendre, c'est-à-dire de penser et d'exprimer, les choses que nous sommes cependant capables de faire. Il se pourrait, en d'autres termes, que nous ayons perdu la maîtrise et l'autorité, autrement dit la souveraineté, que nous avions sur les choses. Nous en arrivons donc à la question centrale que je souhaite aborder avec vous et qui vous paraît peut-être maintenant un petit peu moins énigmatique, puisque nous avons posé le contexte dans lequel elle s'inscrit. Comment remettre la main sur les choses? Et comment, ce faisant, retrouver une puissance d'agir sur le monde dont je dois tout de suite préciser qu'elle pourrait moins relever d'un exercice de souveraineté que d'une manière de comprendre, de prêter attention et de se préoccuper et d'appartenir au monde et aux choses qui le composent. Car, je le crains, j'en suis même presque sûre, nous ne pourrons plus faire marche arrière. Nous ne pourrons pas reprendre le contrôle et la maîtrise, mais seulement espérer retrouver le souci et le soin des choses. Car la sphère de choses qu'est notre monde est saturée et abîmée par les objets matériels et immatériels que nous y avons déposés, et menacée, vous le savez très bien, par la catastrophe écologique que la prolifération de ces objets a contribué à provoquer. Et il se pourrait que le rapport de souveraineté que nous avons exercé jusqu'à présent sur les choses, aussi bien d'ailleurs que sur la nature, il se pourrait que ce rapport de souveraineté ne soit pas étranger à cette dégradation. Car comme vous le savez, le mot souveraineté dérive du latin super, qui signifie supérieur, sur. Et c'est bien une position de supériorité, position que nous occupons depuis l'avènement de la modernité. C'est bien cette position de supériorité qui nous a permis d'explorer, de découper les territoires, de recenser et d'ordonner les espèces, d'exploiter les ressources naturelles et les êtres vivants et d'inscrire notre destin dans le mouvement du progrès technique. Un progrès qui, de la locomotive à vapeur à l'intelligence artificielle, de l'hygiénisme à la biomédecine, de la division sociale du travail au néo-management, a transformé nos manières de nous déplacer, de produire, de travailler, de nous organiser et finalement de vivre. Le problème est que cette position de supériorité et le progrès technique qui lui est associé nous ont conduits dans ce que l'on appelle l'ère de l'Anthropocène. Cette nouvelle ère géologique, marquée par une 6e extinction massive des espèces, dont nous savons qu'elle n'est pas soutenable, c'est-à-dire qu'elle menace la planète et les êtres vivants qui la peuplent. Voilà pourquoi le concept de souveraineté appliqué au monde, c'est-à-dire à la sphère de choses, n'est selon moi pas adapté à la situation qui est aujourd'hui la nôtre. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de nous immerger, nous accepter comme êtres de nature, réviser notre position dans l'univers, ne plus nous placer au-dessus, sous pair, mais ni au centre, mais dedans et avec. Cette citation est de Gilles Clément, le jardinier et philosophe à qui nous devons le jardin merveilleux qui entoure le musée dans lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Nous lui devons aussi les jardins du parc André Citroën, pour ceux qui connaissent, ou encore les jardins du Raillol, pour celles et ceux qui ont déjà été dans ce paradis qui longe la Méditerranée. Mais nous lui devons également une pensée particulièrement juste et sensible, et notamment un livre intitulé « L'alternative ambiante », d'où est extraite cette citation. Il faut s'immerger, s'accepter comme être de nature, réviser notre position dans l'univers, ne plus se placer au-dessus ou au centre,
mais dedans et avec. Voilà un programme à l'évidence éloigné de toute quête ou reconquête de souveraineté. Car remettre la main sur les choses ne signifie pas reprendre les choses en main, mais plutôt poser une main délicate et hésitante sur des objets, aussi bien d'ailleurs que des êtres vivants, fragiles, vulnérables, parfois défectueux ou obsolètes, souvent abîmés. Autrement dit, remettre la main sur les choses, cela pourrait revenir à bricoler dans l'incurable. Être moderne, c'est bricoler dans l'incurable. Écrivait Émile Cioran il y a 70 ans. Alors, comme souvent avec Cioran, pour ceux qui connaissent ce philosophe, ça ne déborde pas d'optimisme. Et pourtant, je vois dans cet aphorisme une source d'inspiration très profonde. Ça tient aux 3 termes de la proposition: être moderne, bricoler et dans l'incurable. Être moderne, ça signifie que nous sommes, ça on l'a dit depuis ce matin, plusieurs conférences y sont revenues, nous sommes les héritiers d'une modernité dont, à mon avis, nous ne sommes pas sortis. Et c'est en tant qu'héritiers de cette modernité que nous devons prendre soin du monde qu'elle a abîmé, un monde donc incurable. Car oui, Émile Cioran, je le crains, a raison, le monde est abîmé et vraisemblablement incurable. Le sociologue et philosophe et penseur de l'écologie Bruno Latour ne disait pas autre chose lorsqu'il déclarait il y a 10 ans qu'il fallait juste apprendre à survivre, sans se laisser emporter par le déni, par l'hubris, par la dépression, par l'espoir de solutions raisonnables ou par la fuite dans le désert. Voilà. Nous devons résister au solutionnisme, à l'espoir de solutions raisonnable, car il n'y a pas de solution. Le monde est incurable. Et je cite à nouveau Bruno Latour, « Le temps n'est plus où l'on espérait s'en sortir. Nous sommes bien, comme on dit, dans un tunnel, sauf quand on n'en verra pas le bout. En ces matières, l'espoir est mauvais conseiller, puisque nous ne sommes pas dans une crise, ça ne va pas passer. Il va falloir s'y faire, c'est définitif. » Mais ce constat sombre ne signifie pas pour autant qu'il faudrait fuir, et encore moins fuir nos responsabilités. Et c'est là que le verbe bricoler prend tout son sens, car il s'agit de faire avec, de nous débrouiller, modestement mais résolument, avec les difficultés incontournables, avec la complexité inexorable et avec l'incertitude considérable de ce monde incurable. Pour cela, nous pourrions suivre l'exemple de ce drôle de bonhomme qui vous regarde avec ses yeux tendres et étonnés. Ce bonhomme, peut-être certains d'entre vous l'ont reconnu, c'est Wall-E, le héros éponyme du film d'animation des studios Pixar, sorti en 2008. Alors, pour celles et ceux qui ne se souviendraient plus bien de ce dessin animé, je vais vous planter le décor. L'action se déroule en 2805, alors que les derniers représentants de l'humanité, embarqués pour une croisière intersidérale, ont quitté depuis plusieurs siècles une terre jonchée de déchets, et en espérant que les robots nettoyeurs qu'ils y avaient laissés parviendraient un jour à rendre leur planète à nouveau habitable. Le film commence par un long plan séquence au cours duquel la caméra suit Wall-E, apparemment seul robot nettoyeur encore en activité dans ce qui ressemble à un monde désert. Tout est silencieux et poussiéreux. Autour de Wall-E s'élèvent des tours de déchets compactés. Avec ses 2 petites pelles latérales, Wall-E ramasse une dizaine d'objets qu'il transforme en une brique compactée. Il réitère l'opération 1 ou 2 fois avant de s'interrompre, distrait par un fouet mécanique qu'il observe et dont il fait tourner la manivelle. Il le repose. Il attrape alors un vieux soutien-gorge, une bague, un Rubik's Cube qu'il place dans la boîte qu'il a dans son dos. Et puis il découvre au milieu de ce bric-à-brac une drôle de chose verte à tiges et à feuilles dont il perçoit immédiatement la fragilité, le mystère et la beauté. Il la ramasse délicatement avec ses racines et un peu de terre avant de la poser dans une vieille chaussure qui lui sert de peau. Alors que fait Wall-E ? Pour commencer, on peut dire qu'il bug. C'est-à-dire qu'il cesse d'exécuter son programme, c'est quand même un robot, et son programme qui lui commande de compacter les déchets. Il cesse donc d'exécuter son programme pour prêter
attention aux choses qui l'entourent. Et ce faisant, il nous livre au moins 3 leçons. La première, c'est l'importance qu'il y a à cesser de fonctionner. C'est-à-dire à rompre occasionnellement, évidemment occasionnellement, il y a des moments où c'est important de fonctionner, mais à rompre occasionnellement le rapport fonctionnel et instrumental que nous avons avec les objets et plus largement avec le monde, pour engager un rapport existentiel avec eux. Ça suppose d'accepter, d'interrompre le cours ordinaire de nos vies, qui se caractérise aujourd'hui par une extraordinaire efficacité opérationnelle, pour prêter véritablement attention aux choses et aux vivants qui nous entourent. La deuxième leçon de Wally, c'est celle d'une possible continuité entre le souci des choses et le soin des vivants. Parce que Wally ne fait pas de différence entre une vieille cuillère en plastique et une plante en devenir. Il se préoccupe autant des deux et il les observe, il les manipule avec la même curiosité. Vous savez que le mot curiosité vient du latin cura, qui veut dire le soin. Et il indique, ce faisant, l'existence d'un lien entre la manière dont nous nous comportons vis-à-vis des objets inertes, marchandises, aussi bien que déchets et rebuts, et celle dont nous nous comportons vis-à-vis des êtres vivants, humains et non humains. Cette attitude pourrait alors nous orienter vers une démarche écologique dégagée du dualisme dans lequel la pensée écologique est encore, selon moi, trop souvent enfermée. Trop souvent, en effet, l'écologie oppose le monde perverti et néfaste des marchandises et des productions de l'humanité à une sorte de nature originelle et vertueuse. Ce dualisme me paraît suspect. Non seulement parce qu'il renferme une théologie cachée qui rattache la nature à un paradis perdu qu'il s'agirait de retrouver, mais surtout parce qu'il empêche de comprendre le monde et la nature tels qu'ils sont, c'est-à-dire indissociables, parce qu'il n'existe plus nulle part de nature à proprement parler, dans la mesure où l'activité humaine a transformé la nature en une seconde nature, traversée de social, c'est-à-dire de culture, de technique, d'histoire. C'est pourquoi penser et agir de manière écologique ne doit pas seulement consister à préserver la nature, mais aussi à tenir, à entretenir et à maintenir, au sens de maintenance, les œuvres humaines qui la recouvrent, et ce, y compris quand ces œuvres prennent la forme de déchets. Enfin, la troisième leçon de Wally consiste à accepter de se faire prendre avant de comprendre. Autrement dit, à accepter de rencontrer pratiquement le monde, par nos mains qui se saisissent des choses inertes ou animées, et plus largement par nos corps qui perçoivent d'autres corps dont ils sont interdépendants. Accepter donc de s'ouvrir corporellement au monde et de le rencontrer pratiquement avant de s'en saisir théoriquement. Alors, si, comme le disait Hannah Arendt, il se pourrait que nous ne soyons plus jamais capables de comprendre, c'est-à-dire de penser et d'exprimer les choses que nous sommes cependant capables de faire, peut-être est-il encore possible de s'engager dans un mode de compréhension qui ne consiste plus tant à poser sur les choses un regard souverain et à les catégoriser de manière abstraite, mais à s'y engager et à s'y abandonner, à leur appartenir plus qu'à les posséder ou à les maîtriser. Cet autre mode de compréhension des choses et du monde qui se fonde sur l'expérience et la rencontre pratique avec le réel, c'est précisément ce que l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, qui est ici chez lui, c'est précisément ce que l'anthropologue Claude Lévi-Strauss a nommé bricolage. C'est en effet à Claude Lévi-Strauss qu'on doit le concept philosophique de bricolage. Il apparaît dans un article intitulé « La science du concret » qu'on trouve dans La pensée sauvage, un livre paru en 1962. La thèse de ce texte est que les peuples que l'on nommait encore à l'époque primitifs ont, tout comme les Occidentaux, accès à la rationalité et en particulier à la science qui ordonne le monde. Mais là où l'approche scientifique occidentale consiste, selon ce que l'anthropologue désigne comme une logique d'ingénieur, à interroger le monde et même à le faire parler,
et à l'ordonner au moyen de catégories abstraites, la science des peuples dits primitifs déploie une approche pratico-théorique qui commence par l'expérience, c'est-à-dire par la rencontre pratique avec les choses, et qui l'articule avec la mythologie pour constituer par regroupement un classement approximatif et provisoire. Telle est, selon lui, la logique bricoleuse, qui, bien qu'ayant des résultats plus limités et moins durables que les sciences dites exactes, n'en est pas moins rationnelle et scientifique. L'ingénieur cherche toujours à s'ouvrir un passage et à se situer au-delà, tandis que le bricoleur, de gré ou de force, demeure en deçà. Voilà comment Claude Lévi-Strauss distingue le comportement du bricoleur de celui de l'ingénieur. S'ouvrir un passage et se situer au-delà. Voilà qui renvoie au concept de souveraineté et au rapport de maîtrise, de contrôle et d'autorité qu'il suppose. L'approche bricoleuse, au contraire, demeure en deçà. Elle apparaît donc comme une alternative à cette logique d'ingénieur, c'est-à-dire cette logique instrumentale, calculante et programmatique, la logique selon laquelle la fin théorique commande les moyens pratiques, qui renferme un rapport souverain au monde et dont on peut dire qu'elle sous-tend le productivisme et l'extractivisme aussi bien que la dématérialisation de nos modes de vie. La logique du bricolage, donc, apparaît comme une manière alternative de mettre la main sur les choses en engageant vis-à-vis d'elles un geste sensible, tâtonnant, visant non pas à les configurer ou à les dominer, mais à les tenir, à les entretenir, à les maintenir et à les soutenir. Mais alors, maintenant que nous en sommes là, comment définir précisément le bricolage ? C'est quoi le bricolage ? Eh bien, disons que le bricolage consiste à faire avec les moyens du bord, et même à considérer que ce sont les moyens déjà là, précontraints, abîmés et surtout limités, que ce sont les moyens qui peuvent orienter des fins ouvertes et provisoires. Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées, écrit encore Claude Lévi-Strauss. Mais à la différence de l'ingénieur, il ne les subordonne pas à l'obtention de matières premières et d'outils conçus et procurés à la mesure de son projet. Son univers instrumental est clos et la règle de son jeu est de toujours s'arranger avec les moyens du bord. Voilà qui résume le bricolage comme mode de pensée et d'action. Une manière, finalement, de prêter attention aux choses déjà là et précontraintes, de les rencontrer pratiquement et de les agencer, c'est-à-dire de les mettre en ordre provisoirement. Mais alors, comment faire concrètement pour nous inscrire dans un rapport bricoleur aux choses et au monde ? Eh bien, il s'agit, comme Wall-E, de nous déprogrammer et d'observer ce qui nous entoure et ce que nous avons sous la main, objets, produits, marchandises plus ou moins abîmées et défectueuses, mais aussi déchets, animaux, plantes, êtres vivants, êtres humains, fragiles et vulnérables. Autant de choses et d'êtres vivants donc, qui sont déjà là, précontraints et limités, et avec lesquels il faut faire. C'est-à-dire accueillir et s'arranger, maintenir et protéger. Le mot bricolage, mot français, recouvre deux mots anglais, le sens de deux mots anglais. Peut-être certains d'entre vous les connaissent. DIY, do it yourself, et tinkering. Alors DIY, ça veut dire fabriquer ou réparer des choses par soi-même, en amateur. Il s'agit donc, avec le bricolage, de sortir du rapport strictement fonctionnel aux objets pour s'autoriser à remettre la main dessus. Il s'agit d'y prêter attention, de s'en préoccuper, de les collectionner. Wall-E collectionne les objets, c'est très important ça, en se disant que ça pourra toujours servir un jour. Ça pourra toujours servir un jour, c'est vraiment l'inverse d'un rapport utilitariste qui circonscrit ce qui est digne d'intérêt à ce qui sert maintenant. Il s'agit donc d'observer comment marchent les objets, de les démonter, de tenter de les réparer quand ils cassent,
Bref, de renouer avec eux un lien charnel et convivial, comme nous y invitait le philosophe Ivan Illich, par exemple, mais aussi le philosophe et réparateur de motos Matthew Crawford, dont certains d'entre vous ont peut-être lu le magnifique Éloge du carburateur. Et tinkering, alors tinkering, ça nous amène un peu ailleurs, ça signifie s'arranger pratiquement avec une situation de manière imparfaite et décousue. Voilà. Ça nous rapproche de l'idée de débrouille, mais aussi de ruse, qui renvoie à l'étymologie du mot bricolage. Parce que bricolage, ça vient de bricole, brignole, qui signifiait autrefois catapulte, et qui a changé de signification au XVe siècle, la catapulte ayant perdu son usage dans l'artillerie, pour prendre celui de ruse, moyen détourné, habile. L'idée est donc de s'ouvrir au déjà là du monde et de faire avec, de chercher à se frayer un chemin de traverse en visant non pas l'efficacité, non pas l'optimum, non pas la perfection, mais ce qui marche à peu près, ce qui va comme ça. Alors, il faut savoir que si l'idée de renoncer à l'efficacité et à l'optimum peut choquer nos oreilles d'ingénieurs et nos oreilles de managers et nos oreilles de travailleurs, je le sais bien, eh bien, si renoncer à l'efficacité et à l'optimum peut donc nous choquer tous, ça pourrait nous permettre d'agir de façon plus conforme au mouvement du vivant. Ouais. Parce que, contrairement à ce que les représentations linéaires de l'évolution ont pu laisser croire, les êtres vivants n'évoluent pas selon un mouvement rectiligne et perfectionniste qui les conduirait de la forme la moins adaptée à la forme la plus adaptée, c'est-à-dire la plus efficace et la plus optimale. En réalité, l'évolution biologique n'a ni sens, ni direction. Pas plus qu'elle ne fait survivre les plus forts ou les meilleurs. Elle ne sélectionne rien à proprement parler, mais elle se débrouille simplement, avec les matériaux contingents, précontraints et interdépendants qu'elle a sous la main. Et oui, je vous le dis, la nature bricole. Et c'est pas moi, d'ailleurs, qui le dit, c'est le prix Nobel de médecine François Jacob, lui-même, qui, dans un article célèbre paru dans la revue Science, dans les années 70, a déclaré « Il faudrait dire que la sélection naturelle n'a rien à voir avec le travail d'un ingénieur. Elle fonctionne comme le ferait un bricoleur. Un bricoleur qui ne sait pas exactement ce qu'il est en train de fabriquer, mais qui utilise tout ce qui lui tombe sous la main, des bouts de ficelle, des fragments de bois ou de vieilles cartes postales. En bref, elle utilise tout ce qui est à sa disposition pour fabriquer et produire une sorte d'objet qui puisse fonctionner. Autrement dit, l'évolution est un mécanisme buissonnant. Vous le voyez sur ce schéma, buissonnant, qui compose et recompose, combine et recombine sur le très long terme des mutations qui résultent d'erreurs de réplication dans la réplication du code génétique d'un individu à un autre lors de la reproduction. Mais oui, l'erreur est fertile. Mutations qui sont donc autant de matériaux contingents et précontraints qui ne prennent leur sens et leur utilité qu'au fil du temps et au gré des circonstances. Voilà donc qui pourrait nous inspirer pour engager un rapport au monde plus viable et plus durable. Un rapport au monde qui nous renvoie sans doute à une forme de sobriété. On en parlait dans les conférences ce matin. Une forme de sobriété dans la satisfaction de nos besoins, mais aussi à quelque chose comme une satisfaction pour ce qui va comme ça, ce qui est suffisant et même ce qui est suffisamment bon. Ce qui est good enough, pour reprendre le concept du psychiatre pour enfants Donald Winnicott, qui parlait de la good enough mother. La good enough mother, c'est cette mère suffisamment bonne, qui n'est pas une mère parfaite, puisque de toute façon elle n'existe pas, mais une mère, disons, tout juste passable. Une mère qui pourvoit aux besoins essentiels de son enfant au fil de sa croissance, mais qui le laisse se confronter au manque et à l'insatisfaction. Ainsi, le bricolage pourrait nous indiquer la voie d'un rapport au monde qui procède aussi d'une ouverture, d'une tolérance au suffisamment bon, c'est-à-dire à ce qui est imparfait, et peut-être même médiocre, et qui pourtant va comme ça. Dans son film
Les glaneurs et la glaneuse, Agnès Varda, met en lumière le puissant potentiel éthique de cette forme de tolérance. En filmant des glaneurs et des glaneuses de pommes de terre et de détritus en tout genre, elle révèle la beauté et la puissance d'un mode de vie qui consiste à s'emparer de ces res derelictae, ces choses abandonnées, c'est le terme juridique pour les désigner, qui forment une sorte d'autre monde à l'intérieur du monde. En jouant avec la légalité, puisque les droits du glanage et de la récupération ne sont pas très clairs chez celles et ceux qui le pratiquent, en cuisinant et en mangeant des aliments dont la date de péremption est un peu dépassée, en réparant du vieux matériel électroménager pour en faire profiter les voisins, les glaneurs et les glaneuses inventent une manière d'agir et des rapports sociaux où la préoccupation pratique supplée l'intérêt marchand et où la tolérance et la considération pour ce qui est abîmé, jeté ou abandonné semblent s'accompagner d'une tolérance et d'une considération pour tout autre. Alors une telle tolérance s'inscrit dans l'acceptation d'un agir humain ouvert à la négativité dont la puissance ne se confond pas avec l'accomplissement d'un projet. Un agir qui prend la forme d'un accueil universel, délicat, hésitant, qui récolte, ramasse et fait avec les phénomènes de la vie, chose, être vivant, situation, libérant alors une force réconciliatrice et porteuse d'une forme d'émancipation. Et j'en arrive à ma dernière slide. Cette émancipation, c'est une émancipation bien particulière, puisqu'elle ne vient pas de la volonté pour un sujet de se détacher de la main qui prend et qui possède, comme le voudrait l'étymologie du mot émancipation, se détacher de la main. Non. L'émancipation que vise le bricolage, elle tient, elle, moins du détachement de la main que de la reprise en main. Il ne s'agit pas, par ce mode de pensée et d'action, de se détacher de quoi que ce soit. Pas même des infomates, des ersatz ou des déchets avec lesquels il faut bien faire. Il ne s'agit donc pas de se détacher de quoi que ce soit, mais au contraire de s'attacher pratiquement aux choses qui nous entourent et dont nous sommes interdépendants. Aussi, ce geste pourrait-il plutôt être qualifié de rémancipateur, dans le sens où il pourrait nous permettre, en remettant sur les choses une main non pas souveraine, mais amicale et accueillante, il pourrait nous permettre de nous jeter à corps perdu dans un mouvement d'hybridation qui mélangerait les humains, les robots, les déchets, l'inerte, le vivant, le mortel, l'obsolète, et nous permettrait enfin d'exercer non pas une souveraineté, mais de prendre en charge le monde abîmé auquel nous appartenons. Je vous remercie.